Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Muret. Je vais demander aux personnes qui sont dehors si elles souhaitent assister au meeting de rentrée. On attend encore d'autres personnes parce qu'il y en a qui sont allés à la salle qui était précédemment prévue. Et entre-temps, on a changé de salle, tant qu'à faire, hein, c'est quand même bien. Comme ça permet d'avoir une petite difficulté pour venir nous rencontrer. Donc venez vous installer, il reste encore de la place devant. Profitez. Alors, je renouvelle ma bienvenue et mon bonjour pour ce meeting unitaire, le meeting NUPES. Et sans plus tarder, voilà, j'aurai l'occasion de m'exprimer tout à l'heure. Je vais laisser la parole au premier magistrat de la commune de Muret, le maire de Muret, monsieur André Mandement. Merci Christophe. Bienvenue à tous dans la commune de Muret, en ce moment important, je crois, et à plusieurs titres. Je disais en plaisantant tout à l'heure, mais je crois que c'est vrai, je le pense profondément. Moi, je tiens à remercier vraiment Emmanuel Macron. Je le remercie parce qu'il nous permet de nous retrouver tous, à gauche, et de montrer quand même que lorsqu'on est rassemblés, qu'on se parle, eh bien, on s'aperçoit que ce qui quelquefois nous a divisés ou nous a un peu écartés est quand même pas si important que ça, et que pour les causes majeures, nous arrivons à nous regrouper, à porter un combat commun pour l'essentiel de ce qui sont nos valeurs, je crois, de gauche. Donc merci à lui pour nous avoir permis ça. On aurait préféré s'en passer, là aussi, je le dis honnêtement. Merci d'être venu à Muret, merci à ceux qui arrivent d'avoir réussi le jeu de piste donc, entre la salle des fêtes et puis cette salle ici, Maïg Anglade, et de ne pas s'être gouré avec le chapiteau qui est à côté, puisqu'on a un cercle qui est juste à côté. Ce moment est important pour nous tous, et je crois pour nos concitoyens aussi. La mobilisation que vous représentez ici, elle est importante. On l'a vu dans les rues avec toutes les manifestations. Il y a quelque chose qui s'est passé et je pense qu'il est prometteur pour nous tous pour demain. On a vu comment un gouvernement qui est celui qui nous pilote aujourd'hui arrive à s'asseoir sur des choses qui étaient inscrites depuis longtemps, qui ne sont pas forcément indispensables parce que notre système fonctionne, il y a quelques petits réglages à faire certainement, mais il n'y a pas péril en la demeure. C'est simplement quelque chose d'idéologique qu'il a voulu poser là, faire passer en force. On va voir ce que ça va donner après le débat au Sénat. Il y a quand même quelques fractures aussi avec certains sénateurs de droite, puisqu'ils sont majoritaires. Et donc, il y a quand même un petit espoir pour que ce qui est prévu n'arrive pas, ou du moins tout à fait de la même manière qu'il pourrait arriver. Et ensuite, c'est un combat qu'il faudra continuer, parce que même si ça passe, le combat sera là, des choses fortes seront marquées, et puis le temps passe vite, et les nouvelles élections vont se dresser devant nous très rapidement. Muret, donc, c'est une ville que certains peut-être découvrent, parce qu'on a su se rassembler à gauche, on a pris à la droite en 2008, ça pour Alexis. Il y avait un temps très long de gouvernance de droite avec une petite parenthèse à gauche. On est arrivé à casser cela parce qu'on a su se rassembler, on a su créer une dynamique, on a su montrer les erreurs de la droite et on a pris Muret. Et on a montré aux Muretins une autre politique, comment la gauche elle est capable de changer les choses. On a pris en régie directe l'eau, c'était un signe fort. Et aujourd'hui, avec la maîtrise publique de l'eau, eh bien, on a l'eau qui est la moins chère entre Bordeaux et Montpellier. C'est à Muret que l'eau est la moins chère, parce qu'elle est gérée en régie directe par un service public qui est la mairie. Ce sont des marques fortes, ce sont des choses aussi fortes que nous avons mises en place au niveau des transports publics. Les transports publics, à Muret, on est arrivé à les maintenir gratuits. Et pourtant, c'est ICO. Donc il faut se battre tous les ans pour que ça continue. Mais les transports internes à la ville et d'autres qui s'écartent un petit peu de la commune sont gratuits.
Donc c'est ces choses-là, je crois, à travers les actes et à travers des éléments politiques forts, que la gauche montre, quand elle est rassemblée, qu'elle peut gagner et qu'elle peut gouverner. Quelquefois, elle a quelques petits errements qui la font perdre. Et il faut que nous tous, ceux qui sont à la base, on arrive à remontrer le chemin et puis avancer pour. Donc on est devant quelque chose de fort. On a devant nous un combat qui est celui de faire reculer une équipe qui ne comprend pas la France, qui ne comprend pas les Français, qui ne comprend pas ce que nous sommes. Parce qu'ils ne sont pas des nôtres, ils sont toujours dans leur rêverie, dans leur précaré doré, et ils ne comprennent pas ce que c'est que le peuple de France. Ils ont essayé une fois de comprendre, en venant, le président est venu un petit peu partout, moi j'ai eu la chance d'être invité quand il est venu à Souillac. Souillac, c'était une ville morte, triste, il y avait des CRS partout, mais enfin bon. On a posé plein de questions, j'ai posé une question. Il m'a bien répondu, sympa. J'attends toujours la réponse concrète. C'était il y a 3 ans. Donc, il y a ce qui se dit, il y a comment on anime devant les caméras, et il y a la réalité. Dans la réalité, aujourd'hui, on a un gouvernement qui tente de nous imposer, avec force, une loi dont personne ne veut. Un recul de l'âge de la retraite dont personne ne veut. C'est très majoritaire dans notre pays, et ça transcende même au-delà de la gauche. Et donc il faut arriver par une mobilisation très forte à faire reculer, à faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie. Donc nous à Muret, on le sera, tous, je crois, comme on l'a été déjà plusieurs fois. Donc on a encore, je crois, mardi, un petit rendez-vous à 15h devant la sous-préfecture pour être nombreux. On refera un petit tour de ville à pied, j'espère qu'il fera beau, et que dans la sous-préfecture, comme dans la préfecture, comme dans la capitale, la mobilisation sera très forte et qu'on arrivera à faire reculer le gouvernement. Donc, merci encore à Christophe d'avoir organisé cette réunion en nous rassemblant tous. Je le dis en plaisantant, mais Muret, c'est une terre forte, je l'ai dit, qui était revenue à gauche. Elle était à gauche avant, puisque un maire de Muret, vous devez le savoir, ou peut-être pas. Donc Vincent Auriol a été président de la République française, je le dis en plaisantant, quand on est maire de Muret, donc ça donne des perspectives. Mais je crois quand même que ça va être compliqué pour le maire de Muret, mais on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Voilà, et donc avec notre mobilisation, notre grand front politique, j'espère qu'on va réussir à maintenir ce rassemblement de toute la gauche pour les élections futures. Peut-être il y en a qui peuvent arriver plus tôt que prévu, et que donc ne laissons pas le terrain aux autres. Merci encore. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Pierre Lacasse, je suis secrétaire départemental et responsable national du Parti communiste français. J'ai vu et salué beaucoup de camarades dans la salle et je suis content d'être parmi vous parce que nous vivons un moment historique dont je crois qu'il faut qu'on mesure la portée, parce que ce soir, comme dans des dizaines de départements, il y a des milliers de personnes qui se réunissent, qui échangent, qui discutent, à l'initiative des forces de gauche et écologistes, ou alors à l'initiative de maires, d'élus, ou alors à l'initiative de syndicats, pour qu'ensemble, dans l'unité, nous réussissions les journées de grève et de mobilisation des 7 et 8 mars. Et nous voulons réussir ces journées pour obtenir le retrait de la réforme des retraites de Macron. Gagner et obtenir le retrait de la réforme, c'est pour nous l'objectif premier. Et c'est l'objectif de nous toutes et tous. Des militants communistes, de notre secrétaire national Fabien Roussel, de nos parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, et des milliers de maires, d'élus municipaux, départementaux et régionaux, et de nos militants. Pour gagner, le Parti communiste le dit depuis cet été, et le répétera autant de fois que nécessaire, il faut préserver l'unité. L'unité du peuple français contre cette réforme, l'unité d'intersyndicale qui est déterminante, et l'unité des forces de gauche et écologistes, de nos partis, celle de nos élus. L'unité et le respect de toutes et tous est une garantie de victoire, et il faut y veiller chaque jour et agir de toutes nos forces, notamment dans le cadre des puissantes mobilisations d'intersyndicales.
Merci au maire de Muret, André Mandement, de nous accueillir et de participer de cette mobilisation. Merci à Christophe Bex, député France Insoumise de la circonscription, de son invitation et de son initiative pour soutenir les journées de grève et de mobilisation. Et merci de leur présence aux autres députés France Insoumise ou de Génération S, qui, comme beaucoup de leurs collègues, se déplacent dans tout le pays pour aider à la mobilisation. Et merci à vous d'être venus nombreux. Ce mouvement social massif, organisé par l'intersyndicale, a quelque chose d'historique par son ampleur et sa détermination. Son ampleur, vous la connaissez, ce sont des millions de salariés, de jeunes, de retraités, dans des cortèges qui envahissent les rues des métropoles, comme des villes moyennes ou de petites communes. Cela se fait avec calme et détermination, avec de la gravité, mais aussi de la joie de se retrouver ensemble, aussi nombreux, un peuple sûr de son droit, qui ne veut pas qu'on lui vole son droit à la retraite. Moment historique aussi, car il faut remonter très loin pour retrouver une intersyndicale réunissant l'ensemble des syndicats et appelant de la CGT à la CFDT à l'arrêt du pays. À l'arrêt du pays, à la grève, à la mobilisation générale. Dans ce bras de fer exceptionnel entre le monde du travail et le gouvernement, et à travers lui avec le capital, je veux saluer l'ensemble des syndicats, des militants syndicaux présents ici, qui dans chaque entreprise organisent ce mouvement. Sans cette intersyndicale, sans cette unité des syndicats, ce mouvement n'existerait pas. Donc bravo à elles, bravo à eux, bravo à vous. Ce sont l'honneur du pays qu'ils défendent et c'est nos droits à tous qu'ils défendent. 9 salariés sur 10 ne veulent pas de cette réforme. 80% des Français y sont opposés. Il y a donc une très large majorité dans le pays contre cette réforme et nous sommes du côté de cette majorité qui veut être respectée. Le gouvernement ne veut rien entendre de la colère des Français ni de leur mobilisation. Il s'obstine, il s'entête, il choisit le rapport de force. Mais nous aussi, nous sommes déterminés et nous allons lui répondre avec force et nous ne céderons pas. Pas de retraite à 64 ans. Pour nous, la retraite, c'est à 60 ans que nous la voulons. Nous invitons les salariés du privé et du public à faire grève. Nous invitons les élus, les maires, c'est mieux, dans leur diversité, à soutenir ces mobilisations, comme beaucoup l'ont déjà fait. Nous demandons aux commerçants, comme aux artisans, de baisser le rideau, de garer l'utilitaire, car ils sont eux aussi concernés. Nous sommes tous concernés par cette réforme. C'est un choix de société que nous avions déjà battu en 1945, avec notre camarade, le ministre communiste Ambroise Croizat, dit le ministre des Travailleurs, qui a instauré le régime général de la sécurité sociale et le système de retraite par répartition. Aujourd'hui, en mentant, en avançant masqué, le gouvernement fait un choix de société totalement inverse. C'est le choix de la mort, de la maladie, contre celui de la vie, du bien-être, le choix de jours de douleur contre celui des jours heureux. Soyons clairs, ils veulent, en repoussant l'âge de la retraite, en finir avec le droit à la retraite par répartition, ou même en finir avec le droit à la retraite tout court. Car ils savent que la plupart des salariés ne pourront pas aller au bout, et donc n'auront pas leur retraite complète, ou y arriveront qu'en mauvaise santé. C'est la précarité généralisée des retraités et le moyen de détourner vers l'assurance privée, par milliards, une partie des revenus du travail. Nous invitons la jeunesse à organiser des assemblées générales dans les lycées, dans leurs facs, pour rejeter la retraite à 64 ans, mais surtout pour imaginer, au contraire, une France dans laquelle ils aimeraient vivre et travailler. Nous invitons les sans-emploi, les précaires à se mobiliser aussi, car en repoussant l'âge de la retraite à 64 ans, beaucoup de nos concitoyens auront encore plus de mal à trouver du travail demain. Enfin, nous invitons les femmes à être en tête des cortèges et à se faire entendre. Cette réforme se fait contre tous, mais particulièrement contre les femmes. Les trimestres pour enfants non pris en compte, la retraite à 67 ans pour celles qui ont des carrières hachées, les inégalités de pension,
Voilà ce que promet Madame Borne. C'est inacceptable, indigne. C'est pourquoi les associations féministes se joignent aux syndicats et appellent les femmes à la grève le 7 et le 8 mars. La grève, c'est un droit, une action collective revendicative qui est une arme importante de la classe ouvrière. Servez-vous-en. Invitez vos collègues, votre famille, vos enfants, vos voisins à utiliser ce droit de grève d'un jour ou reconductible. Le gouvernement caricature la grève reconductible ou la grève d'un jour. Pour Olivier Véran, c'est pire que les 7 plaies d'Égypte. La grève serait responsable de la pénurie d'eau et des jours sans pluie. C'est lamentable et ça nous fait rire, mais ça doit surtout nous mettre en colère. Quelle honte d'affirmer de telles choses. Non, il n'y a pas de danger à faire grève, ni à appeler à la grève reconductible. Je veux saluer ici les énergéticiens qui ont commencé la grève dès aujourd'hui. Je veux saluer les cheminots qui s'engagent à une grève reconductible dès le 7 mars avec l'ensemble des syndicats. Et je me dis que les associations féministes qui militent pour la grève des femmes le 8 mars devraient appeler à la première grève reconductible des femmes en colère les 8 et 9 mars, voire les jours qui suivent. Notre objectif aujourd'hui doit être celui de la victoire. Une victoire sur le pouvoir ouvrirait des perspectives pour une alternative de gauche dans le pays. Une victoire qui redonnerait de l'espoir à des millions de Français. C'est d'ailleurs pour cela que nous en faisons la priorité politique parmi toutes les priorités. C'est parce qu'il sait que nous pouvons gagner que le gouvernement et la majorité font tout pour éviter le débat et le vote. Après le 49.3, ils utilisent l'article 47.1 qui limite à 10 jours les débats dans l'hémicycle. 10 jours de débat pour un tel enjeu. Quel mépris de la République, de la France, de notre peuple. Il faut dénoncer ces ministres qui se sont tassés dans leur siège pour ne jamais répondre aux questions sur leurs mensonges, sur le minimum contributif à 1 200 €, sur la pénibilité, sur le coût de cette réforme et notamment sur le coût en chômage des seniors. Un débat parlementaire doit être sincère. Une réforme doit être sincère. Le gouvernement a choisi le passage en force, le mensonge, le non-débat, car il a peur de la vérité. Cette réforme des retraites, c'est une réforme de droite, une réforme de classe, au service du capital, contre les travailleurs. Oui, on vit plus longtemps, et c'est tant mieux. Mais oui, nous produisons beaucoup plus de richesses. Le CAC 40, c'est 140 milliards d'euros de bénéfices en 2021, contre 120 milliards en 2020, en pleine crise. Cet argent, ces bénéfices sont le fruit de notre travail, des salariés, des ingénieurs, ce sont nos richesses. Nous voulons vieillir en bonne santé et profiter d'une deuxième vie émancipée du travail, avec de bons salaires et de bonnes retraites dès 60 ans. Oui, nous voulons profiter d'une vie familiale et sociale dans les meilleures conditions, pouvoir voyager, sortir, avoir des activités culturelles, vivre, aimer. Respectons les travailleurs et particulièrement ceux qui ont des métiers pénibles. Monsieur Macron nous fait une leçon de bon sens. Comme on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Mais ça, c'est du bon sens de bons vieux capitalistes du 19e siècle. C'est fini, terminé. Le bon sens aujourd'hui, celui du 21e siècle, celui du progrès social, c'est celui des jours heureux. C'est de taxer le capital et pas le travail. C'est fini de travailler jusqu'à en crever. On veut vivre et vivre heureux. Notre objectif, c'est la victoire contre cette réforme et c'est de conquérir le pouvoir pour mettre en place une réforme juste, respectueuse du monde du travail, une réforme heureuse qui garantit la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisation en prenant en compte les années d'études pour notre jeunesse. Merci à vous toutes et tous et je passe la parole à Muriel Lebrun. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis Muriel Levrault, je suis députée des Côtes-d'Armor, en Bretagne, et ravie d'être ce soir à Muret. Et c'est vrai qu'un sujet comme les retraites, c'est assez simple de changer de région, puisqu'on est tous concernés. Donc, ça ne pose pas de difficulté.
Parce qu'effectivement, on est tous concernés quand, par exemple, le gouvernement annonce à la rentrée prochaine des suppressions de classes. Alors, chez moi, sur ma circonscription, c'est 9 suppressions de classes à la rentrée prochaine. Je crois que pour vous, c'est 8 classes qui sont supprimées à la rentrée prochaine. C'est à peu près 2000 classes sur toute la France. C'est vraiment énorme. On est tous concernés quand le gouvernement annonce la fermeture de services hospitaliers. Chez moi, c'est une maternité qui est menacée, mais il y a aussi à Autun, à Ganges, à Porto Vecchio, et vous, je pense qu'il y a peut-être des services menacés, je ne sais pas, mais certainement des suppressions de lits, ça arrive très souvent aussi. Et donc, voilà, on est tous concernés. On est tous concernés quand ils laissent aussi les petites entreprises fermées. Pour ma part, sur ma circonscription, c'est la COP des masques, donc c'était une usine de fabrication de masques. Les masques qu'on a tous utilisés pendant le Covid, donc c'était une SCIC qui s'était formée, qui s'était créée pendant le Covid et qui a fermé en octobre. Je pense que sur la circonscription ici, il y a certainement également des usines en difficulté, des petites entreprises en difficulté. Et donc on est tous concernés. Et on est tous concernés également quand le gouvernement réforme l'assurance chômage pour que les privés d'emploi soient moins indemnisés. Et là, c'est également partout en France. Et on est tous concernés quand le gouvernement annonce sa réforme des retraites. Tout cela au nom d'une justice sociale, de l'égalité et de l'équilibre des budgets. Et là, on se dit, mais de nos ministres du gouvernement, qu'il est hors sol, mais qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont incompétents. Mais non, en fait, ils ne sont pas du tout incompétents. Le gouvernement est très compétent, il sait très bien ce qu'il fait, et il le fait très vite. Détruire les services publics, refuser l'augmentation du SMIC et des salaires, maintenir les travailleurs au chômage ou au travail le plus longtemps possible, même s'ils en crèvent, un peu comme le régime austéritaire en Grèce, vous vous rappelez ? Voilà, c'est ça leur projet, en fait. Rentabiliser au maximum les marchés de l'éducation, de la santé, de la justice, pour une poignée de milliardaires jamais rassasiés, c'est ça leur projet. Et donc, les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années n'ont eu de cesse de déséquilibrer le budget de l'État et d'affaiblir les services publics, tout en assénant « on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative ». Alors que tout est question de salaire et de cotisation. En supprimant les postes de fonctionnaires, en ubérisant la société, en maintenant un taux de chômage élevé et en privilégiant les primes et le non-salaire, les cotisations ne rentrent plus dans les caisses. Et en toute connaissance de cause, ils détruisent notre sécurité sociale. Et c'est bien là leur objectif. Et le drame dans tout ça, c'est que ce gouvernement est prêt à s'allier au pire pour satisfaire leur idéologie. En favorisant l'élection de 2 vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ou encore en changeant les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale concernant la motion référendaire que nous avions déposée et qui finalement a été attribuée au Rassemblement national. On comprend ce qu'ils sont prêts à faire pour parvenir à leur fin. Et ça, c'est juste pas possible. Mais ce soir, si nous sommes tous réunis ici, c'est parce que nous savons qu'un autre monde est possible. Nous refusons ce projet de réforme de retraite car nous avons un autre choix de société. Un monde où le travail permet aux travailleurs de s'épanouir et où le fruit de leur travail est redistribué harmonieusement entre tous. Un monde où le 100% sécu est la règle, donner en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins. Merci Ambroise Croizat. Un monde où temps libre ne veut pas dire fainéantise, mais nécessaire liberté. Et donc, un monde où quand tu as fait ton taf, tu te poses, simplement. Et c'est normal. Donc la retraite à 60 ans, ça n'est pas une révolution. Et 40 annuités, 37 annuités, voilà, ça permet juste de prendre ta retraite à 60 ans si tu as commencé à travailler à 20 ans. Bon. On peut même aller encore plus loin, et je pense que le partage du temps de travail est une sérieuse piste à envisager, mais bon, on reste à 60 ans pour ce soir. Voilà, donc 60 ans, 40 annuités, ou 37,5 pour une carrière complète, 1 600 € net par mois, parce qu'on aura revalorisé le SMIC, et que le minimum retraite sera à hauteur du SMIC. Et alors là, vous voyez les visages des macronistes blêmir, et mais qu'est-ce que vous faites de la dette ? La dette.
Qu'est-ce que vous faites de la dette? Et là, je n'ai pas encore annoncé qu'on veut aussi supprimer la décote qui sanctionne les carrières incomplètes et revaloriser le minimum vieillesse à hauteur du seuil de pauvreté. Et on les entend encore là, mais vous allez ruiner le pays. Mais qui ruine le pays? Les travailleurs? Les privés d'emploi? Non. Actuellement, ceux qui ruinent le pays, ce sont les riches actionnaires qui ne réinjectent pas leurs dividendes dans l'économie réelle. Je vais vous citer le rapport d'Oxfam paru le 16 janvier dernier. En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Et vos salaires, ils ont augmenté de 86%? Je continue sur le rapport d'Oxfam. Avec les 236 milliards d'euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public. Ça en fait des maternités ou des classes maintenues ouvertes. Hein. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire. Donc, le financement de la retraite à 60 ans que nous prévoyons et que nous estimons à 27,5 milliards d'euros ne relève pas de la magie, mais tout simplement du partage des richesses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple ? Respecter l'obligation légale d'égalité salariale entre les hommes et les femmes rapporterait la somme de 8 milliards. On prend. Augmenter les salaires de 4% rapporterait 12 milliards. On prend. Rétablir l'ISF et la CVAE rapporterait 11 milliards. On prend. Augmenter les cotisations sur les hauts revenus ou instaurer une cotisation sur les dividendes, etc., etc. Vous voyez, des solutions, il y en a plein. Nous ne sommes pas seulement une force d'opposition, mais bien une force de proposition. On n'est pas seulement des zadistes dépenaillés, des ploucs pour dire chez moi, je ne sais pas comment on dit ici, mais voilà. Pareil. Voilà. Mais on est bien des militants qui travaillent avec sérieux au service de l'intérêt général. Donc, ce que je voulais mettre en avant, c'est que nous sommes effectivement projet contre projet. Donc notre projet de retraite permet de profiter d'un peu de temps libre en bonne santé, après avoir contribué au bien commun par le travail. Leur projet de retraite propose de continuer de travailler jusqu'à ce que nous soyons usés par le travail. Et on devrait accepter ça? Non, évidemment. Alors tous ici, nous devons rester mobilisés, à l'Assemblée comme dans la rue, et réussir à étendre le mouvement lors de nos prochaines mobilisations, en commençant par mettre le pays à l'arrêt mardi prochain. Et surtout, nous devons convaincre les gens qui nous entourent et qui nous disent « Oh, mais ça ne sert à rien, c'est plié, on sait déjà qu'on n'aura pas de retraite, on l'entend beaucoup ». À nous de les convaincre que si, la lutte, ça paye. Donc, à nous de le faire. Et mardi dernier, j'étais avec Philippe Poutou, qui venait présenter son film « Il nous reste la colère » à Saint-Brieuc. Alors c'est vrai que quand on fait grève, on ne gagne pas tout le temps. Et c'est effectivement le cas dans le film de Philippe où l'usine Ford a fermé. Mais ils ont mené la bataille. Et si on n'essaye pas de mener la bataille, on n'y arrive pas. Et avant son film, on est allé voir une exposition qui est à Saint-Brieuc, l'exposition qui s'appelle « Vivre avec la grève du joint français ». En 1972, les ouvriers et les ouvrières de Saint-Brieuc se sont mis en grève pour obtenir l'égalité salariale par rapport à une usine, aux usines parisiennes. Et ils ont fait 8 semaines de grève. Et ils ont été victorieux. La direction a fini par céder. Et s'ils ont réussi, c'est qu'il y avait une solidarité de toute la population. Toute la population s'est investie et il y a eu des comités de soutien, des caisses de grève. Les paysans se sont mobilisés pour apporter à manger aux ouvriers, aux ouvrières. Il y avait quand même à peu près 500 personnes. Et donc, c'était vraiment la solidarité qui a permis à ces ouvrières et ouvriers de gagner. Et donc là, je pense que c'est la même chose pour nous. Il faut absolument que la population, tout le monde, vienne se mobilise. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la différence entre les deux grèves-là, celle de Philippe Poutou et celle de Saint-Brieuc, c'est que souvent maintenant, quand il y a une usine qui ferme, la population n'a pas tendance à se mobiliser autour. Ils n'ont pas conscience qu'une fermeture d'usine, c'est vraiment important. On se bat plus pour les services publics peut-être parfois. Bon. Là, en tout cas, c'est les retraites et on est tous concernés. Donc, pour qu'une grève dure, il faut que la population se sente concernée, qu'elle se sente actrice de son devenir. Donc tous, syndicats, associations, collectifs, mouvements politiques, nous devons montrer que nous sommes déterminés à empêcher cette réforme.
Voilà. Donc dans la grève, il y a rêve. Donc un autre monde est possible. À nous de le faire. Merci. Et donc maintenant, je laisse la parole à Christophe. Merci Muriel, merci à toutes et toutes. Je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure, on va aller directement au but. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je vais essayer de ne pas répéter. En plus, vous avez plein de documentation sur les chaises, il y a le contre-projet, il y a le décryptage du projet de loi qu'ils essayent de nous vendre, et puis il y a une petite brochure du camarade François Ruffin qui s'appelle Fakir, qui est très très bien et qui explique bien. Mais je voudrais aussi remercier tous les militants qui ont permis cette soirée, parce que là on est assis, là on est bien, on est sur une estrade, mais derrière tout ça il y a du boulot qui a été fait. Il y a des affiches qui ont été collées. Je remercie Serge à la solo, et puis je voudrais remercier aussi Fabienne, Sophie, Isabelle, Jeanne, Annick, Bernadette, que des femmes. Non, il y a aussi Yves, il y a Alain, il y a Joe, mais oui, que des femmes. Parce que bien souvent, quand j'entendais le mouvement des Gilets jaunes, on me disait « Oh, il y a des femmes sur les ronds-points. Il y a quelque chose d'unique dans ce mouvement, c'est qu'il y a des femmes. » Je ne sais pas d'où ils sortent, les journalistes, mais ça serait bien de regarder ce qui s'est passé dans notre histoire. Et je parle sous le contrôle d'Alexis, mais le 5 et 6 octobre 1789, qui c'est qui va chercher le roi et Antoinette à Versailles? Ce sont les femmes. À la Commune de Paris, qui c'est qui est sur les barricades? On a retenu essentiellement Louise Michel, mais ce sont des centaines de femmes qui vont se battre fusil à la main sur les barricades de la Commune de Paris et qui après vont connaître l'exil en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les femmes. Et puis surtout, le 8 mars 1917, à Pétrograd, qui va manifester en demandant le pain et la paix? Ce sont les femmes qui vont initier la révolution russe en 1917. Donc les femmes ont toujours été dans le mouvement social, ont toujours été à la pointe du combat. Et cette réforme, qu'est-ce qu'elle présente pour les femmes? Qu'est-ce qu'elle présente pour les femmes? Les femmes qui sont moins bien rémunérées à qualification égale. Et Muriel en a parlé, 20% de moins. Et au niveau des retraites, 40% de moins. Et cette arrêtons de dire réforme, cette contre-réforme va encore plus les mettre dans la précarité avec des retraites à 67, 68, 69 ans, 70 ans. Donc les femmes, bien entendu, sont les premières victimes. Donc là, on appelle justement à se mobiliser pour le 7 mars. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le... Donc j'espère que tout le monde va y aller, tout le monde va chanter l'hymne des femmes. Je ne vais pas me permettre de le chanter, j'aimerais bien le chanter, mais on le chantera peut-être à la fin. Mais comment c'est déjà l'hymne des femmes? Ça manque un peu de... On chantera à la fin. C'est important de chanter, ça donne du cœur. Sophie va nous le chanter tout à l'heure. Debout, debout, debout. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, de l'égalité et de la justice. Donc c'est un hommage justement, je crois, en hommage au 8 mars 1917. Après, il peut y avoir plusieurs versions. Donc il y aura le 7, on va en parler tout à l'heure, le 8, et puis le 9, il y a aussi la jeunesse dans la rue, il y a un appel qui est lancé dans toutes les facs, dans tous les lycées, et puis le 10, il y a aussi des grandes manifestations climat. Donc là, il y a toutes les générations, et puis après, il va y avoir le 11, le 12, donc là, on est parti pour gagner. Mais après, j'aime bien revenir aussi, qui on est, d'où on vient, quoi, je veux dire, pour mobiliser sur la 7, pour le 7 et sur la 7, on est dans la Circo 7. Il y a quelque chose quand même. La Circo 7 pour le 7, je n'avais pas vu venir celui-là. Mais d'où on vient? Oui, alors d'où on vient? Moi, je sais que là, on demande tout simplement, on est vraiment gentil, on demande quelque chose qui existait dans notre pays, la retraite à 60 ans, 37 ans et demi de cotisation, 40 ans, mais ça, on peut régler tout ça. Mais ça existait en 1982, la retraite était à 60 ans avec 37 ans et demi de cotisation. C'est pas une utopie, c'est pas un mirage. On demande tout simplement notre dû, ce qui existait à 60 ans. Et donc justement, quand... À l'époque, et là on se fait traiter de tous les noms, à l'Assemblée nationale, rapidement, quand il y a eu le débat, je veux dire, il y a eu 5 jours en fait, 5 jours de débat, d'échange sur un projet de loi. Rappelons-nous en 1910, quand ils ont
présenté un projet de loi pour avoir la retraite à 65 ans. Il y a eu 6 mois de débat. 6 mois de débat. Et la retraite à 65 ans, beaucoup de gens étaient contre, parce qu'à 65 ans, à l'époque, seulement 8% de la population arrivait à l'âge de 65 ans. Et bien souvent, c'était les gens, on va dire, les plus aisés qui arrivaient à cet âge-là. Donc, ce qu'ils appelaient les mouvements progressistes de gauche, ils disaient que c'était la retraite pour les morts. Mais bon, c'était déjà les prémices d'un combat qui a été mené. Mais nous, là, pendant 5 jours, hein, parce que quand on retire les questions au gouvernement, bref, 5 jours, ben, ils nous ont fait le sketch en nous disant c'est nous, enfin c'est eux qui défendent le système par répartition. Les mêmes 3 ans plus tôt qui défendaient un système de retraite à points. Et là ils nous disent non, bah non, et c'était eux le camp du travail et ils nous ont traités de feignants. On était le camp de la paresse. Ça fait exactement le même parallèle qu'en 1936, quand les gens se sont battus après l'élection du Front Populaire avec Léon Blum, qui avait un programme assez modéré, qui a permis justement la victoire, mais derrière, il y a un mouvement social. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ils réclamaient tout simplement 2 semaines de congés payés. Et ils se faisaient traiter de salopards à casquette, ils allaient polluer les classes de la bourgeoisie. Et bien là, c'est le même discours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes qui sont à l'Assemblée nationale, pas les mêmes, hein, mais je veux dire les descendants de la bourgeoisie, qui nous insultent, qui nous traitent de feignants. Et je voudrais rappeler aussi qu'en 1945, ça a été dit tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé, on nous parle de compromis social entre les gaullistes, et les communistes, la CGT. Enfin, compromis, moi je veux bien, je dis les ordonnances, c'est en 1945, c'est au mois d'octobre. Ambroise Croizat est ministre du Travail au mois de novembre, et le général de Gaulle démissionne en janvier 1946. Comme compromis, on fait mieux quand même, je veux dire, le compromis, ça on a tendance à oublier ce qui s'est vraiment passé en 1945. C'est pas un compromis, c'est une révolution. C'est une révolution en 1945 qui a permis justement aux forces qui sont issues de la résistance, issues du Conseil national de résistance, issues des Jours heureux, parce que là, il faut les saluer quand même, parce qu'à l'époque, être dans la résistance et organiser les Jours heureux en pleine occupation allemande, avec la milice et tout, on risquait sa peau. Jean Moulin en est l'exemple même. Donc en 1945, il fallait aller vite, il fallait taper fort. Et ils ont réussi à arracher, ils ont arraché la valeur produite par les salariés et les ouvriers pour créer la sécurité sociale, pour permettre justement la retraite, l'assurance maladie, tout ce qu'on connaît actuellement. Et ça, ils essayent depuis le début, 47, 48, à détricoter. C'est leur seule ambition. Mais là, ils nous disent, nous, on veut sauver le système. Et bien moi, honnêtement, je préférais avoir en 2007 un gars qui s'appelait Jean Kessler. C'est Jean Kessler. Non, Denis Kessler, vice-président du MEDEF, mais lui, il disait carrément, l'objectif pour nous est de détruire, de détricoter, de combattre les acquis, les conquis du Conseil national de résistance. Au moins, c'était clair. Des gars comme Sarkozy, on savait ce qu'ils voulaient. Denis Kessler, on savait ce qu'ils voulaient. Eux, ils disent non, on est le camp du travail. Donc il faut faire attention aux mots, et il faut faire attention qui on a en face, et toujours se rappeler d'où on vient et qui on est. Alors justement, pour m'attarder un petit peu sur cette période-là, nous, ce qu'on va faire, par exemple, demain, dans mon village, qui s'appelle Venère, qui est une association qui s'appelle Et si demain. Et si demain. Ça s'appelle Et si demain. Ils ont eu l'idée de projeter le film Les Jours heureux, du Conseil national de résistance, réalisé par Gilles Perret, justement pour connaître d'où on vient, comment ça s'est passé. Et puis le lendemain, le dimanche, à Carbone, ils vont faire la projection au cinéma du film La Sociale. Ce sont 2 formidables films qui permettent de savoir comment c'est venu tout ça. Et que quand Gilles Perret il a fait ce film Les Jours heureux, il a fait des débats partout, et il s'est aperçu que les gens ne connaissaient pas l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça renvoyait vers l'assurance maladie. Donc il a eu l'idée de construire, d'élaborer ce film, La Sociale, qui permet de savoir qui on est et d'où on vient. Donc merci à l'association Et si demain, et j'espère que partout, dans toutes les communes, dans toutes les petites villes de la Circo, que ce genre d'initiative se produise, parce qu'en plus, l'idée, c'est de remplir une caisse de grève. Parce que là, on va partir sur une bataille. On parle du 7, on parle du 8, du 9, mais pour durer, et là, ça a été dit tout à l'heure, faire grève, c'est un sacrifice quand même. Je veux dire, tu perds une journée, il y a déjà eu 4 journées, plus un samedi. Donc le but, c'est de s'armer au niveau des idées, mais de s'armer financièrement. Et justement, ce soir, on a mis une caisse de grève là, qui est disponible. Comme je disais tout à l'heure, l'entrée est gratuite au meeting, mais la sortie est payante. Enfin, la sortie est payante. On vous invite à financer la caisse de grève et qu'on redonnera justement à ceux qui luttent.
à ceux qui luttent. Donc je disais la bataille de l'hémicycle. Ah oui, alors Macron nous fait le coup à chaque fois. Ils nous font le coup sur les retraites. Actuellement, on travaille sur un texte sur le nucléaire. Macron est bon, puisqu'il est élu. On l'a élu pour son programme, donc maintenant il n'y a plus rien à discuter, la démocratie elle est faite comme ça. Donc lui il avait dit qu'il ferait la retraite à 65 ans, 64 ans, et sur le nucléaire c'est pareil, les EPR c'est prévu. Sauf que moi je me souviens ce qu'il avait dit Emmanuel Macron, et c'est marqué dans le formidable petit 4 pages. Qu'est-ce qu'il dit le soir de sa réélection? Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Ce vote m'oblige. Il dit ça le soir de son élection, ou 2 jours après. Bon, tout ça, il faut lui rappeler quand même. On n'a jamais voté, enfin pour ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite le soir du 2e tour, pour qu'ils nous fassent la retraite. N'oubliez pas, c'était 65. Hein. Là, ils nous ont dit 64. Et puis, ils nous parlent, Édouard Philippe nous parle de 67 ans. Et puis, ils nous prennent l'exemple de l'Allemagne, où c'est la retraite à 70 ans. Leur objectif, c'est de détruire la sécurité sociale. Le reste, tout ça, c'est du pipeau. Donc, il faut justement s'y opposer. Alors, ils nous sortent des arguments démographiques, on est de moins en moins nombreux à travailler, il y a de plus en plus de retraités, ou les arguments budgétaires. Tout ça, ça ne tient pas, ça a été dit, ça a été démontré, ils sont coincés sur tous les arguments-là. Et je ne vais pas rentrer dans ces arguments-là. Même si j'ai un bac G2, pour les plus anciens qui connaissent, un bac G2, c'est un bac de comptabilité. Donc je pourrais aussi sortir des arguments budgétaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, et ce que je dis toujours comme argument, c'est que la retraite à 60 ans, ça permet de partir en forme encore, mais même la retraite à 55 ans, avec les régimes pionniers, on pouvait partir à 55, 56, 57 ans, et ça permet d'avoir une deuxième vie, avoir 30, 25, 30 années pour faire un autre travail. Parce que oui, les retraités travaillent dans notre société. On dit oui, les retraités, bon, après, non, ils travaillent. Regardez autour de vous qui s'occupe de toutes les associations, qui s'occupe des mairies, qui s'occupe des clubs. Là, je vois des maires, je vois André, là, qui est retraité et qui est maire. Et je vais dire, s'il était parti en retraite à 65, 67 ans, 68 ans, est-ce qu'il aurait encore l'énergie aujourd'hui d'être maire ou de s'occuper d'une association? Et même quand je rencontre des jeunes qui me disent « Ouais, moi, la retraite, c'est mort, c'est plié. » On leur a tellement bourré de crâne que le régime est pété, tout ça. Ils disent « Oh non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais j'ai dit, par exemple, « Tu fais du foot ?» Il me dit « Ouais, je fais du foot. » Ben, regarde bien qui s'occupe de ton club de foot. Qui s'occupe de la trésorerie de ton club de foot? Et bien tu verras que bien souvent, ce sont des personnes, des retraités, qui se sont investis dans la vie culturelle, citoyenne et sportive, et qui font tenir toute notre vie au quotidien. Et si des gens partent en retraite beaucoup plus tard, tout ça, ça s'écroule. Alors bien entendu, ils vont sous-traiter, ils passeront par des sociétés privées, et donc le gamin qui ira au foot, il payera plus sa licence 20 €, mais il paiera 50 €. On me fait signe que j'étais trop long, donc je vais vite couper. Juste pour vous dire rapidement que la lutte qu'on mène actuellement, c'est la lutte entre le travail et le capital. Je vais dire, ils nous ont piqué 10%. Actuellement, le PIB, je vais vous la faire courte, elle est de 2500 milliards. 10% qui a basculé du travail au capital, ça fait 250 milliards par an qui nous ont pris dès 1982, dès 1983, le tournant de la rigueur. Et cet argent-là de 250 milliards, ça permettrait de financer, mais on peut faire la retraite à 55 ans, je veux dire, avec 250 milliards. Et avec 30 ans de cotisation. Mais c'est ça notre... Et moi, je suis très optimiste parce que je sens qu'on va gagner, parce qu'ils sont face à des gens qui n'ont pas envie justement de partir en étant réformés et non pas retraités, et que cette idée de la retraite, c'est une idée neuve. C'est que seulement depuis les années 70 et 80 que les gens ils vivent bien en retraite, qu'ils ont un niveau de vie correct, parce qu'avant les retraites, elles étaient pas terribles, et même actuellement, il y a des gens qui galèrent. Mais c'est 14 millions de personnes qui sont en retraite. Donc ils s'attaquent à une idée qui existe, et cette idée, c'est tout simplement le bonheur. Donc ils ne peuvent pas gagner le bonheur, et je sais que nous, on va gagner, parce qu'on a un front syndical uni, on est motivés, et je compte sur vous tous, là, qui êtes venus ce soir. Vous êtes tous convaincus, normalement. Hein, je ne vais pas en parler pendant 1 heure. Non, vous êtes tous convaincus, et que je vous invite après à faire des réunions chez vous, des micro-réunions, vous allez voir votre boulanger, vous rencontrez, vous essayez de convaincre. Et puis je vais finir parce que j'ai dépassé, je dis toujours il faut être offensif. Moi j'en ai marre de crier dans les manifs résistance, résistance. Non, il faut être offensif. Le CPE, on l'a battu, 95 ok, Devaquet ok, mais on n'a rien gagné. On n'a rien gagné depuis 82. Donc là, en 2023, on peut gagner. On peut gagner non seulement battre leur retraite, mais avoir la retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Et je vais finir avec une citation qui date de 95.
Alors, de mémoire, c'était la retraite, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Alors, il ne disait pas ça comme ça, il le chantait plutôt. Il disait la retraite, on s'est battu pour la gagner. Alors, là, c'est mou du genou. Si jamais le 7, vous descendez comme ça dans les rues de Muret de Toulouse, on est mort. Il faut mettre du cœur. Alors, normalement, quand on chante, on se met debout. Donc, moi, je vous invite à vous mettre debout et on chante la retraite, on s'est battu pour la gagner. La retraite. C'est bon, ben je vous remercie beaucoup et on lâche rien. Et je vais laisser la parole maintenant à Sophie Taillé-Polion. Ah, juste, alors, je dirais peut-être à la fin, oui, j'ai oublié de dire, il y a une copine qui galère actuellement en Ariège, son élection a été annulée, Bénédicte Taurine. J'appelle à toutes celles et à tous ceux qui sont disponibles. On va prendre des noms, des prénoms, des contacts. On va aller lui filer un coup de main pour justement qu'elle gagne et qu'elle revienne à l'Assemblée avec nous pour défendre nous tous. Donc, on est tous ensemble pour défendre Bénédicte et inscrivez-vous à la table de presse. Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous à Muret. Hier soir, j'étais à Poitiers. Et puis, dans la semaine prochaine, voilà, on fait ce tour de France, les uns, les autres, pour être au plus près de vous qui êtes mobilisés et pour qu'ensemble, on se motive pour aller convaincre, pour aller mobiliser autour de nous, pour être encore plus nombreuses et nombreux le 7 que les jours précédents. Ça va pas être facile, mais on va y arriver, c'est sûr. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire, merci beaucoup de votre accueil, et Monsieur le député, merci infiniment de votre invitation. Et je voulais aussi vous dire que je suis très heureuse d'être là. Donc moi, je suis Sophie Taillé-Polion, je suis députée d'Île-de-France dans le Val-de-Marne. Je suis vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée et je suis représentante du parti et du mouvement Génération, dont je salue quelques militants présents ici, et notamment la conseillère départementale, Sophie Touzet, qui a eu la gentillesse de venir m'accueillir à la gare, et c'était un grand plaisir, et je sais que vous l'appréciez toutes et tous ici à Muret. Alors, cette réforme, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on est quand même forcé quand même de se dire et de réaliser à quel point elle est cruelle. En fait, c'est une réforme vraiment extrêmement cruelle. Cruelle parce que elle va nous voler les 2 meilleures années de retraite dans notre vie. C'est quand même d'une cruauté sans nom. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour permettre de financer la gabegie. La gabegie, faut donner un chat, faut appeler un chat, la gabegie, qui dans ce pays est aujourd'hui la politique fiscale du gouvernement. D'abord, le désarmement fiscal, c'est-à-dire le fait de se dire, bon, l'État, ça sert à rien, les services publics, mais non, il faut tout faire au privé. Donc, laissons partir les impôts. Les allègements, évidemment, pour les plus riches, on sait l'ISF, mais on sait aussi la PFU, etc., etc. Et puis pour les grandes entreprises. Vous savez, quand ils suppriment les impôts, ceux qui ne payent pas d'impôts, c'est les grandes entreprises, parce que les petites entreprises, elles en payent beaucoup plus en comparaison. Donc ce désarmement fiscal, on déshabille l'État, on l'appauvrit le plus possible. Et puis ces 2 ans de vie en moins, ces 2 ans de vie de retraite en moins, les 2 meilleurs, on les prend aussi pour financer les 160 milliards d'euros d'aide aux entreprises non conditionnées qui sont chaque année versées. Et je ne vous parle même pas du quoi qu'il en coûte, hein. Non, c'est les aides normales, chaque année, sans aucune contrepartie. Donc, je veux dire, c'est vertigineux. Et quand on pense que cette réforme va empêcher 9000 personnes par an d'avoir ne serait-ce qu'une semaine de retraite après une année de labeur, on se rend compte à quel point c'est d'une cruauté terrible. Et je pense qu'il faut qu'on aille voir les gens qui doutent ou qui se disent « bah non, allez, c'est pas la peine, on va pas y arriver », de se rendre compte à quel point là, il y a à agir, et qu'on ne peut pas se laisser faire, et qu'il faut se mobiliser, et qu'il faut être le plus nombreux possible le 7, et dans les jours qui vont suivre, parce qu'il y a là une injustice qui est gigantesque, qui est inacceptable. Voilà, et ça, c'est la cruauté de ce gouvernement. La cruauté de ce gouvernement qui utilise tout, mais tout est bon pour faire passer la réforme. Et le mensonge au premier plan. On nous reproche d'avoir
bordélisé, d'avoir obstrué, d'avoir été pas gentil pendant l'Assemblée nationale, pendant le débat à l'Assemblée nationale. Mais comment voulez-vous débattre sereinement sur un mensonge? C'est un mensonge. Ils nous ont fait le coup de pleurnicher, là, 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 mais si on fait rien, c'est la fin de la retraite. Genre, après-demain, on ne pouvait plus payer, quoi. Enfin, n'importe quoi. C'est totalement faux. C'est faux, faux, faux et archi faux. Notre système n'est pas en danger. Il y a une petite crise à passer. Peut-être, on n'en est même pas sûr, de 18 milliards d'euros par an. Et dans le pire des cas, et quand je vous ai parlé des 160 milliards donnés aux entreprises, on se dit qu'on devrait pouvoir trouver. Et c'est dans le pire des cas. Mais, je veux dire, c'est absolument scandaleux de mentir à ce point. Et le mensonge, là, le mensonge qui a été débusqué dans ce débat parlementaire, qui a beaucoup servi à la mobilisation, c'est effectivement les 1200 €. Vous dites, bon, ben, il y a quand même une avancée sociale dans ce projet. Vous savez, au départ, Elisabeth Borne a dit, c'est la justice. La justice. Alors, c'est la justice. La justice, c'était donc qu'on allait avoir une retraite qui ne serait jamais en dessous de 1200 €. Hein? Vous vous souvenez, au départ, c'était 1,8 million de personnes. Hein? 1,8. Après, on est passé à 200 000. Après, on est passé à 40 000. Et puis là, on est à 10 000, 10 000. Voilà. Ouais, 10, 12 000. On ne sait pas s'ils vont gagner 30 € de plus, 40 € de plus, 100 € de plus par mois. C'est pas bien clair. On ne sait pas non plus s'ils vont pas perdre un peu aussi les APL de côté. Mais bon, voilà. C'est le mensonge permanent. Et ça, c'était le seul truc positif. C'était le seul. Et donc, en fait, il n'existe pas. Et toutes les autres mesures, quand ils vous disent « Oh là là, nous aurions beaucoup aimé parler de la pénibilité », vraiment, c'est scandaleux. Déjà, on en a parlé. Parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Non, il n'y a absolument pas de choses extraordinaires. Il y a une atténuation ridicule pour certaines personnes du fait de partir plus tard. Une atténuation ridiculement faible du fait de partir plus tard. Alors, on a eu quand même le débat sur la pénibilité, on en a parlé. On a parlé de ça un petit peu au moment des régimes spéciaux. Des régimes spéciaux, les Françaises et les Français, ils s'en ont marre, parce que aussi, vous comprenez, nous, on va faire la justice sociale et l'égalité, parce que c'est pas l'égalité, parce qu'un chauffeur de bus à Paris, eh ben, il part plus tôt qu'un chauffeur de bus à Toulouse ou à Muret. Et donc, pour faire l'égalité, eh ben, on va faire travailler plus longtemps le chauffeur de bus à Paris. On leur a dit, mais excusez-moi, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas faire travailler moins longtemps le chauffeur de bus à Toulouse ou à Muret? Parce que il faut regarder dans les dossiers, dans les rapports, chez les gens sérieux, les scientifiques qui travaillent, il y a marqué qu'il y a des pénibilités spécifiques au métier de chauffeur de bus, notamment au milieu urbain. Et il y a notamment une de ces pénibilités, c'est les vibrations. Vous savez, vous êtes dans un bus, enfin, moi je suis... Voilà, vous êtes dans un bus, et vous travaillez toute la journée, et ben, dans un bus, il y a des vibrations. Vous savez, des vibrations, ça vous brise le dos un peu, hein, au quotidien, 35 heures par semaine, voire plus, parce qu'il faut remplacer, puisqu'il n'y a plus assez de gens qui veulent faire chauffeur de bus parce que c'est mal payé. Donc, vous avez les vibrations, vous savez. Et les vibrations, ben voilà un risque qu'ils ont retiré du compte de prévention il y a 4 ans. Oui, c'est ça. Non, il y a 6 ans, enfin, je ne sais plus. En 2018. Alors, le chauffeur de bus de Paris, lui, il a encore quelque chose qui prend en compte ce risque. Mais les autres chauffeurs de bus de toute la France, ils n'ont plus rien pour prendre en compte ce risque. Voilà la réalité. C'est qu'ils veulent nous envoyer à la retraite, avec un peu de chance, on y aura droit, mais bousillés. Bousillés. Ils ne veulent pas se dire, on va permettre aux Françaises et aux Français d'accéder à la retraite quand ils seront encore en forme pour en profiter. Non! On va les mettre à la retraite comme à la casse, quoi. Comme à la casse. Puis vous savez, ils nous disent aussi, vous n'aimez pas le travail. Alors ça, nous, on n'aime pas le travail. On n'aime pas le travail. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens, ils aiment leur travail, ils ont envie de continuer à travailler vachement plus longtemps et tout ça. C'est vrai, il y a des gens qui aiment leur travail. Je ne sais pas, par exemple, si autour de vous, vous avez déjà rencontré un violoniste ou une violoniste. Eh bien, un violoniste, en général, on ne fait pas de la musique par obligation, quoi. En général, la musique, c'est une passion. Donc, quand on arrive à vivre de ce métier-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, c'est une vraie chance. Mais vous savez ce qu'on a quand on est violoniste d'orchestre, par exemple?
eh ben, on a des problèmes d'oreille, parce que le violon, vous voyez, ça rend sourd. Et puis on a des troubles musculo-squelettiques directement liés au violon. Eh ben, les violonistes de Paris, de l'Opéra de Paris, ils ont un statut spécial, à cause de ça. Et bien pourquoi tout le monde ne l'aurait pas? Donc nous, on aime le travail, mais un travail où on peut effectivement le faire en sachant que son corps va être respecté. Respecté. Je voudrais terminer par une chose, c'est aussi la pénibilité, c'est aussi lié au problème, enfin, à l'émotion. Quand on est une femme, assistante de vie pour des personnes âgées, on a cette pénibilité, pas que des femmes, mais c'est beaucoup les femmes. C'est jamais pris en compte. Tous les dispositifs de pénibilité ignorent, et à dessein, ignorent la pénibilité des métiers du soin, des métiers du lien. Et ignorent aussi, par exemple, une assistante de vie, elle porte les personnes. Et ça, le port de charges lourdes, est-ce que c'est dans le compte prévention? Eh ben non, ils l'ont retiré aussi. Voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'il n'y a rien de fait pour préserver les corps des salariés et leur permettre d'accéder à une retraite qui est méritée, je le dis, méritée. Nous la méritons, cette retraite à 60 ans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se battre pour elle, pas se sentir coupable de se dire que c'est la sécheresse, que c'est notre faute. Non, nous la méritons et c'est pour ça qu'il faut être nombreux, nombreuses le 7 et les jours qui vont suivre. Je vais terminer en vous disant ce qui m'a le plus marqué dans ces débats parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est les 3 dernières minutes. D'abord, on a eu un ministre qui s'est levé, qui a dit qu'il n'avait pas craqué en hurlant comme un dément, donc en fait il avait un peu craqué, pour dire vous ne servez plus à rien, le gouvernement reprend la main, 47-1. Donc ce qui m'a marqué, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, elle s'est levée, elle a trouvé ça très bien, elle applaudit. Donc la présidente de l'Assemblée nationale, elle trouve très bien qu'on la dessaisisse et on nous dessaisisse, et voilà, on piétine la démocratie. La deuxième chose qui m'a choquée, c'est qu'à un moment donné, ils se sont tous levés, je parle de la droite à l'extrême droite, ils ont chanté la Marseillaise en nous demandant de partir, à nous la gauche. Nous sommes mobilisés, nous sommes le peuple, en lutte, en mouvement. Il y a les syndicats unis, il y a la nouvelle Union populaire, nous sommes l'alternative. Je n'ai pas présenté, parce que je ne peux pas le présenter, Alexis Corbière. Quel talent. Merci d'abord à vous tous, là les orateurs, oratrices. Il y a du niveau, vous l'avez vu, de l'enthousiasme. Les militants qui ont organisé cette réunion ont été remerciés. Et merci à vous. Il y avait sans doute d'autres choses à faire ce soir que de se retrouver à Muret. Mais vous êtes venus. Pourquoi vous riez? Parce qu'on dit Murette, c'est ça? Le maire m'a dit qu'on dit Muret. On dit jamais bagnolette, je te jure. Alors il n'est pas de là-bas. Non, ce que je voulais souligner, c'est que vous faites ce soir, j'ai vu les visages, il y en a certains parmi vous qui sont déjà à la retraite, mais ils sont venus en soutien. Et aussi parce que je crois que dans ce mouvement qui naît contre la réforme des retraites, c'est pas seulement une lutte pour obtenir ou éviter un coup qui est porté sur soi, c'est déjà beaucoup, il faut le faire. Mais c'est une certaine conception du pays que vous êtes venus défendre. En venant ce soir, vous avez fait un acte de générosité et un acte purement républicain au sens où je l'entends. Parce que qu'est-ce que la République si elle n'est pas sociale? En venant ce soir, vous donnez une leçon politique à ceux qui sont censés nous gouverner. Pas ça, pas à nous. Et vous avez raison. Ce qui va se passer le 7 mars est une définition du type de pays dans lequel nous voulons vivre. Je le répète, pas de république s'il n'y a pas de social. Ce qui se passe est profond. Vous définissez la République.
Vous définissez la nature du lien civique que vous voulez établir entre chacun d'entre nous. Les plus anciens, vous le faites dans un acte, je l'ai dit, de générosité vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis de vos enfants. Parce que vous voulez qu'après vous, ce qui reste, c'est quelque chose qui fabrique cette solidarité concrète. Et en faisant cela aussi, vous savez que vous vous inscrivez dans une histoire longue. Ça a été évoqué par les camarades précédemment. Rien ne nous a été donné. Quand je dis nous, je parle du peuple. Il a fallu attendre 1841 pour que pour la première fois, une législation sociale balbutiante se mette en place pour que les enfants de moins de 8 ans ne puissent pas travailler. Et puis par la suite, tout a continué ainsi. Il a fallu attendre 1919 pour qu'enfin il y ait une législation sociale qui interdise le travail quotidien supérieur à 12 heures. Il a fallu attendre 1936, je ne sais plus que lequel d'entre vous l'a rappelé, pour que pour la première fois, dans une articulation entre une victoire électorale et un mouvement de grève, enfin le patronat lâche 2 semaines seulement de congés payés. Leur rage était sans précédent. Les mêmes mots qu'aujourd'hui. Léo Lagrange, le ministre chargé du loisir et de l'application de ces 2 journées notamment, est traité de ministre de la paresse. Ils utilisent les mêmes mots aujourd'hui. Chaque fois que vous défendez une chose qui est claire, oui, vous aimez le travail, oui, vous savez que pour vivre, nous avons besoin du travail, mais vous savez très bien que nous ne sommes pas là que pour cela. Et quand nous voulons notamment une formation pour nos enfants, quand nous voulons un moment digne pour partir à la retraite, pour bénéficier d'un 3e temps de la vie, ça a été évoqué, 40% des présidents d'associations sont des retraités, 40% des maires sont des retraités. C'est un moment de vie plein et entier, et beaucoup de militantes et militants politiques aussi. Il y a un enjeu fondamental. Derrière ces 2 ans, je le répète, c'est le type de France dans lequel on veut vivre. Et c'est pour ça qu'on va se battre. Parce qu'on aime le pays. Et puisque tant de gens utilisent des mots parfois dévoyés, j'affirme même que c'est un acte patriotique que nous sommes en train de faire. Nous ne voulons pas laisser cette France entre les mains de ceux qui ne la voient que comme un gisement pour faire de l'argent. C'est autre chose. C'est grand, c'est des valeurs, c'est des principes qui sont en œuvre. Ils ont osé nous traiter de violents en nous regardant et la manière dont nous menions bagarre à l'Assemblée nationale. Eh bien, ouvrez les portes un instant, je vais être violent moi aussi. Attention, je vous préviens, s'il y a des âmes sensibles, qu'elles nous laissent. Je vais peut-être même être grossier pour certains. Je vais peut-être même un peu bordéliser le pays, qui sait, en vous lisant une phrase toute simple. Voilà l'objet de votre malheur. C'est le texte. Le titre est assez hypocrite. Projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Tu parles d'une rectification. Et là-dedans, il y a un article. C'est tout simple. Je le dis, si certains n'aiment pas la violence, ils n'écoutent pas. Il est dit, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié. À l'article L 161-17-2. Au premier alinéa, le nombre 62 est remplacé par le nombre 64. Et c'est terminé. Ça, c'est de la violence. Ça, cela va signifier sans doute que 300 000 personnes vont passer au RSA. Ça va signifier sans doute que beaucoup n'arriveront pas à la totalité de leur trimestre en raison de ces 2 années supplémentaires et vont voir leur pension baisser. Ça va signifier sans doute que certains, et le suicide existe aussi chez les anciens, notamment ceux qui ont perdu le boulot à 50 et 55 ans et qui ne voient plus d'avenir. On dit des mots, le sas de précarité qui aura augmenté. Savez-vous que le simple passage de 60 à 62 ans, sous Sarkozy on est passé de 60 à 62 ans, c'est 300 000 personnes qui sont passées au RSA. Ça c'est violent. C'est un vieux truc, ici on est dans le sud, je vais citer Jaurès. En 1898, il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale, que vous retrouvez dans les bouquins, c'est le célèbre débat violence ouvrière, violence patronale. Et les députés de droite hurlaient parce que les ouvriers, notamment ici, de Carmont, dans la circonscription de Jaurès, s'étant mobilisés, avaient cassé je ne sais trop quoi pour protester contre les conditions terribles qui leur étaient faites. Et Jaurès disait, les puissants, les patrons n'ont pas besoin de gestes désordonnés et d'attitudes grossières pour faire des choses extrêmement violentes. Ils se réunissent, disait-il, comme les membres d'un conseil d'administration, comme des diplomates, et prennent des mesures terribles pour le sort des travailleurs. On ne va pas se laisser impressionner. On peut faire mieux de ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est parfait, ce n'est pas ça le sujet. Mais n'oubliez jamais que la vraie violence, elle est là.
La vraie violence, c'est ceux qui veulent vous imposer quelque chose qui n'est ni juste, ni justifié. Nous sommes le peuple pacifique, qui veut la justice. Mais ne vous laissez pas impressionner par des arguments qui sont totalement faux. C'est ça le combat dans lequel nous sommes placés. Les choses sont simples. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, les camarades avant ont été très précis. Le budget des retraites, c'est 350 milliards. Ce dont nous parlons, c'est, paraît-il, durant les 10 ou 12 années qui viennent, d'un déficit possible de 3% là-dessus. 3%. Notamment pour une raison, la baisse des recettes des dernières années de nos systèmes des retraites. Conséquence d'une chose, les politiques publiques qui ont été menées, et notamment les exonérations de cotisations. Ça a coûté au système des retraites. Si on mettait un terme à toutes ces exonérations de cotisations, qui sont ces politiques libérales, eh bien d'ores et déjà, on pourrait combler le soi-disant problème que la retraite est confrontée. Si l'État cessait ces politiques de baisse de nombre de fonctionnaires et maintenait le financement du système des retraites à hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a strictement aucun problème. Ce que je veux vous dire là, vous le savez, c'est que notre financement de notre système est possible. Une discussion tout à fait tranquille doit avoir lieu. Mais il prétexte. Pourquoi? Pour baisser la part d'investissement public du PIB dans le système des retraites. Les retraites, c'est du salaire socialisé. Ça vient de loin, Christophe l'a évoqué. 1910 pour la première fois. C'était pas terrible le système. Il avait fallu 30 ans déjà de discussion au sein du mouvement ouvrier pour arriver à un système qui n'était pas terrible. On appelait ça les ROP, je crois, le régime, la retraite ouvrière et paysanne. C'était un système de capitalisation plus que de répartition. Mais Jaurès disait, bon ok, il comprenait les arguments de ceux qui disaient c'est pas terrible, il disait, d'ores et déjà, on met une idée là-dedans. Il a fallu du temps, 1910 après 1945. Mais en gros, l'idée était que pour la première fois, effectivement, on socialisait de l'argent pour faire de la solidarité. Ça, ceux qui ne voient l'argent que comme quelque chose qui doit être surtout de l'argent qui est socialisé, qui veulent en faire un business, ne le supportent pas. C'est ça l'enjeu. Ils veulent affaiblir le système des retraites pour que demain, sans aucun doute, tous ceux qui verront leur pension trop basse se disent bah, « je vais prendre une assurance privée ». Ils vont aussi, derrière ça, ils veulent développer un business de la retraite. Donc vous voyez que c'est vraiment le type de définition du pays dans lequel on veut vivre qui est en jeu. Ils sont menteurs, Sophie Taillé l'a dit. Je dis à ce micro que M. Dussopt devrait démissionner. Il a menti, quelle que soit la position que l'on peut avoir. Et je veux bien respecter qu'il existe des gens qui sont très minoritaires, avouons-le, qui peuvent juger pertinent qu'il faille passer à 64 ans. Mais j'affirme que la dignité du débat, interdit comme ministre chargé du travail et du dossier des retraites, mente à la représentation nationale et mente aux Français. Et Olivier Dussopt a menti sur l'affaire des 1200 €. Et il a fallu le travail formidable de députés de la NUPES, notamment le député Jérôme Guedj, socialiste, donc je peux en parler librement, vu que, vous le savez, je ne suis pas socialiste. Mais ce travail de harcèlement parlementaire qui a été fait a fait jaillir une vérité qui a été utile au débat. Et d'un seul coup, ce ministre Penaud s'est retrouvé à dire de manière arrogante « Je n'ai pas de compte à vous rendre, monsieur le député. » Bien si, justement, vous êtes là pour ça. Et par la suite, suite au travail également assez formidable de l'économiste Michael Zemmour, le bon Zemmour, pas l'autre. Non mais, ça montre. J'en viens au problème donc là de la démocratie. Oui, cette réforme est antisociale. Mais elle est antidémocratique. D'ailleurs, l'antisocial naît de l'antidémocratique. Je ne lâcherai pas aussi là-dessus. Enfin, j'ai dit je. Nous ne lâcherons pas. Il y a un problème. Depuis le début, le fil conducteur de mon propos, c'est oui, la République sociale, la souveraineté populaire, le respect du peuple. Mais d'où vient la légitimité de ce projet de réforme? Christophe l'a dit, il m'a piqué la citation, je la sors dans tous les meetings. Au soir du deuxième tour, Macron avait dit « ce vote m'oblige », etc. Je ne répète pas. Nous, on s'était dit « ce vote m'oblige à tenir compte de ceux qui votaient pas, qui n'étaient pas d'accord avec son programme et qui avaient quand même voté pour lui pour battre Mme Le Pen ». Vous n'aviez pas compris, en fait, ce vote l'obligeait manifestement à mettre en œuvre une réforme que le pays ne voulait pas. Vous n'avez pas bien compris. Alors je plaisante, mais c'est sérieux. Dans ce pays, il y a 48,7 millions d'électeurs. Le débat le plus représentatif, parce qu'on a un problème en raison d'un dégoût de beaucoup de choses fort légitimes, l'abstention populaire, les nôtres qui s'abstiennent beaucoup, les jeunes, les milieux les plus populaires. Il faut toujours les convaincre d'aller voter. Et qu'importe. C'est pas ça. À l'occasion de l'élection présidentielle, 48,7 millions d'électeurs ont été convoqués. Il y a eu un taux de participation élevé. Il y a eu 8-9 candidats, je ne sais plus combien,
qui sont représentés devant les électeurs. Seulement 3 défendaient l'idée qu'il fallait travailler plus longtemps. Je rappelle leurs noms. Macron, Pécresse, Éric Zemmour. D'accord? Sur 48,7 millions d'électeurs, ils ont fait 13 millions de voix. D'accord? 13 millions, 48. 28% des électeurs. 72% a dit « on ne veut pas ça ». Ils ont voté pour d'autres programmes. Ensuite, au second tour, vous connaissez pourquoi Macron a été élu. Après, il y a l'élection législative. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président qui venait d'être élu n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et j'affirme qu'ici, il n'a pas eu de majorité parce que notamment ses candidats avaient marqué sur leur programme qu'ils voulaient faire travailler les Français plus longtemps. Pas de majorité. Bex, il est élu, pas seulement parce que c'est un brave homme, et un homme qui aime le combat, parce qu'aussi sur son programme, qui était le programme de la NUPES, il y avait le fait que nous ne voulions pas l'allongement de la durée de la retraite, et même la retraite à 60 ans. Au passage, je fais une parenthèse, c'est pas seulement le couplet, c'est que vous avez bien fait de voter pour Christophe, c'est un bon député qui mène la bagarre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un bon député. Il ne triche pas. En plus, hein, certains disent l'habit ne fait pas le moine, mais lui, de l'habit, fait le combattant. Il est à la tête de ce qu'il est. Une figure populaire qui mène le combat. Il mène le combat à porter beaucoup d'amendements. Ah, juste au passage, s'il y en a qui votent Front National qui sont dans la salle, je leur rappelle que leurs députés, je dis ça, mais leurs députés ont déposé moins d'amendements que les Renaissance. Renaissance, c'est le nom du parti de Macron. Faut dire le niveau de combativité qu'ils ont. Les gars, ils avaient moins à dire que les députés de Renaissance, que les macronistes. Donc, le soi-disant parti du peuple, il n'est pas très présent dans un combat qui touche le peuple. Pex, lui, il y va. Il fait de l'amendement, laissez-moi vous dire que ça turbine. Mon propos était d'être sur la question antidémocratique. Fondamentale. Pas de majorité à l'Assemblée nationale. Pas de majorité dans le pays. Toutes les études d'opinion le démontrent. Donc quand Macron brutalise notre peuple, il crée les conditions d'une cassure démocratique extrêmement forte. Le message qui est envoyé, c'est tous ceux qui sont allés voter au second tour pour battre Mme Le Pen. Quand il les méprise en faisant cela, c'est en gros ne le refaites pas la prochaine fois. Et on va où comme ça? Donc cet homme crée les conditions d'une possible victoire demain de l'extrême droite. Il est irresponsable, y compris sur le terrain démocratique. Y compris sur le terrain démocratique. Il fait de ce pays un pays dans lequel, si on vous décrivait ça, un président minoritaire qui veut imposer une réforme du travail dont personne ne veut, vous diriez c'est un régime de basse intensité démocratique, c'est ça. Et même aujourd'hui, je forme le vœu que le Conseil constitutionnel rappelle à l'ordre, sans doute, un texte qui n'est pas constitutionnel. Je ne vais pas rentrer dans tous les techniques, mais cet usage du 47.1, vous savez, cet article que personne connaissait avant cette histoire. C'est un truc qui permet, à partir du moment où le texte est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, il faut qu'en 50 jours soit terminé. Mais 50 jours, tu as le débat à l'Assemblée nationale, tu as le débat en commission, tu as le débat à l'Assemblée nationale, le débat au Sénat, et ça revient. C'est-à-dire un texte fondamental, c'est quand même un pavé, qui comporte quand même nombre d'articles, il faut que ce soit réglé. On vous dit à l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements, ils n'ont pas pu discuter. On n'a pas pu discuter parce que le débat a duré 11 jours à peine. Les socialistes avaient ce qu'on appelle une niche au milieu du débat. C'est une journée entière qui est consacrée normalement pour parler d'autres sujets. Nos amis socialistes avaient dit à la présidente de l'Assemblée nationale et au bureau, retirons cette journée pour qu'on en fasse une journée de débat retraite. Ils n'ont pas voulu. Même Mme Le Pen n'a pas voulu à l'occasion du bureau. Ensuite, il y avait un samedi et un dimanche. Alors on a dit, nous on vient le samedi et le dimanche. Ça fera 2 jours de plus. Ils n'ont pas voulu. C'est une stratégie de communication, cette histoire qu'on a perdu du temps. La droite est venue pleurer un jour en interpellant « Ouais, les insoumis, la NUPES, vous déposez trop d'amendements, c'est scandaleux, vous dévoyez le droit d'amendement. » La même personne qui disait ça avait participé au fait que durant la bataille, sous le gouvernement Hollande, contre le mariage pour tous, eux, ils avaient déposé 20 000 amendements. D'accord? Nous, quand il s'agit de permettre que des gens qui s'aiment puissent se marier, évidemment, on est pour. Eux, ils déposent des amendements pour empêcher les gens qui s'aiment de se marier. Nous, on mène cette bataille quand il s'agit d'empêcher de brutaliser les travailleurs. À chacun ses priorités. Nous, on défend le monde du travail. Eux, ils empêchent ceux qui s'aiment de se marier. C'est eux les violents, c'est eux les brutaux. C'est eux, pardon de l'expression, je suis devenu grossier, qui bordélisent le pays. Donc peut-être que ce sera anticonstitutionnel. On va terminer là-dessus. C'est le moment de choyer une chose. Tous les orateurs l'ont dit. Je veux que les camarades les plus anciens, qui ont de l'expérience et de la bouteille, le disent aux plus jeunes.
l'unité syndicale est exceptionnelle. Ça n'arrive pas tout le temps. Il faut arrêter de jouer les enfants gâtés. Hein, la génération Kleenex, tout jetable, tout est facile, pas de mémoire, c'est pas notre cas. J'adore l'international, mais nous, on ne fait pas du passé faisons table rase, en vérité, c'est pas vrai. On a la mémoire du passé. Notre passé, notre histoire. L'unité syndicale, c'est précieux. Il faut qu'elle dure. C'est ça qui fait la puissance du mouvement. Et il faut que dans la période qui vient, on va peut-être être confronté à des difficultés, on la maintienne. L'unité politique de la NUPES, c'est précieux, il faut la maintenir. Donc tous, il faut qu'on fasse un effort. Et j'imagine que quand vous applaudissez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et je me l'applique à moi-même. Il faut tous qu'on fasse un effort pour éviter toute parole de division. Ça n'aide que Macron. Ça n'aide que Macron. Et pourtant, il y aurait de quoi s'engueuler. Il y aurait de quoi s'engueuler. Ne faites pas croire, ceux qui ont des camarades qui ont de la bouteille, que quand tu mets la CFDT, la CGT, il n'y a pas de quoi s'engueuler. Il y a 50 sujets où on pourrait. Mais sur cette question-là, on est rassemblés. Et tout le monde est sincère, c'est la conviction que j'ai. Donc bravo Berger, bravo Martinez, bravo Souillot, bravo la FSU, bravo Solidaire. Et j'en oublie. Pareil dans la NUPES. Il faut qu'on soit unis. Imaginez le spectacle si à partir du 7 mars, des sujets de division arrivent. Ça aidera qui? Ça affaiblira. Donc il faut qu'on joue serré là-dessus. Et si vous êtes venus ce soir, c'est sans doute parce que vous aussi vous portez ce mandat. Et soyez exigeants vis-à-vis de Beck si vous sentez qu'il participe à la division. Courez-lui après. Et si moi aussi j'y participe, montez à Montreuil ou Bagnolet pour venir me caresser les côtes. Et ne dire pas de conneries. Non mais je plaisante, mais je suis... pas inquiet, c'est pas le sujet. Mais je vois le moment politique dans lequel on est. Le 7 mars va être puissant. C'est une évidence. Il y aura la suite. On va écouter les consignes que nous donnent les directions syndicales et le politique va se mettre au service. Mais il faut qu'on continue à avancer là-dedans. Il va falloir sans doute aussi qu'on s'organise dans des assemblées générales au niveau des établissements où on bosse, dans des quartiers, etc. Que le mouvement, il se structure. On peut y arriver. La victoire est possible. On en a vu des Alain Juppé droit dans ses bottes qui après est parti en tongue. Parce que le mouvement ouvrier et le mouvement social étaient nombreux dans la rue. On en a vu, je ne sais plus quel gouvernement qui disait à la jeunesse, à l'époque avec Sophie, on était encore jeunes, nous dire que tel ou tel projet de réforme, de vaquer ou je ne sais trop quoi, était incontournable et devait s'imposer évidemment, et qui a dû reculer. Je ne dis pas que c'est gagné, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que toute l'histoire du mouvement ouvrier, de la gauche, nous montre que quand nous sommes mobilisés, puissants et nombreux, eh bien on peut gagner. Et pour terminer, dans ce mouvement, nous nous éduquons collectivement. Nous nous retrouvons. Nous nous définissons encore comme ce peuple civique qui veut l'égalité et la justice pour vivre ensemble et pas des sottises de division sur je ne sais trop quoi, la couleur de ta peau, ou la prétendue conviction spirituelle que tu as qui amènerait à ce que nous ne puissions pas vivre ensemble. C'est tout l'enjeu du moment. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai une conviction, ce que nous faisons est grand et beau, et je vous remercie d'y participer. Je vous remercie toutes et toutes, et je vais inviter Sophie. Comment ? Ah, alors ben, c'est l'UL CGT. Eh ben venez. Venez. Et après Sophie nous fera une... Vas-y, viens camarade. Oh. Bonsoir à tous et à toutes déjà. Donc je suis Philippe Navet, je suis retraité des industries électriques et gazières. Je milite à l'UL. Vous voyez, les retraités, ils sont dans les associations et on bosse. Donc la réforme des retraites, il est hors de question. On se bat pour ça depuis, nous, début janvier, on se bat au niveau des retraites. Moi, je voulais intervenir sur deux choses, si ça ne vous dérange pas, sur les modalités d'action sur Muret. Donc, tous les jours, on affiche, il y a les tracts, on diffuse au marché, on diffuse à la gare. Bon, on n'arrête pas tous les jours. On fait les lycées. Le 6 matin, on va distribuer au lycée. A priori, ça devrait bouger. Pour le 7, on ne peut pas rentrer dans le détail,
mais il y aura quelque chose qui va être prévu. Il devrait être joyeux le matin. Donc il y a la manif à 15h. Et le matin, ça c'est au niveau des salariés de se prendre en charge. Nous on est là pour les aider. Donc on s'est vu. Et a priori, il y aura quelque chose le 7 matin. Bon, après, par rapport à ce qu'ont dit les camarades, bon, c'est pas le 7. C'est le 8, le 9, le 10. Parce que ça va continuer. Nous, on a les camarades qui sont à Saint-Alban. Ça fait depuis le 16 février. Ils sont en grève et ils occupent le site. Avec 50 camions. Ils étaient... on était à la manif à Albi avec le convoi bleu. Il y avait 50 camions. Donc on bouge. Bon après, je ne vais pas être trop long, pas comme les camarades. Et puis je ne suis pas député, moi. Déjà. Ouais, ce que je voulais dire, c'est sur la participation sur d'Albi. Il y a eu, voilà, ce qu'on a fait aussi, au niveau national, je dis bien, on a rétabli des milliers de personnes pour non-paiement. On a mis en ordre rose certains commerces, dont des boulangers qui se plaignaient. Bon, ça encore, c'est... bon, les choses, je ne suis pas trop d'accord, mais... on a baissé la baguette. On a aussi... on est intervenu sur des collèges, sur des crèches, sur des écoles. Ça, c'est un travail qui est fait tous les jours. Bon, après, il y a la contrepartie, parce qu'il faut aussi en parler. Et ça, bon, c'est avec la politique de Macron et autres, c'est les sanctions. Et moi, je voulais revenir sur les 4 camarades du RTE. Et ça, c'est grave. Donc, je vais vous expliquer, parce que je pense que certains ne sont pas au courant. Donc, il y a eu 4 collègues du RTE qui ont été mis à la retraite d'office. Plus un, malheureusement, qui s'est suicidé. C'est 5 personnes. Suite à des actions menées à l'été 2022, pour des augmentations de salaire d'embauche, 4 salariés du RTE ont été mis à la retraite d'office, ce qui correspond à un licenciement pur et simple. La direction du RTE a porté plainte auprès de la DGSI. C'est la Direction Générale de la Sécurité Nationale. Ils sont menés en plus par le directeur de la sécurité du RTE, qui est ancien général de gendarmerie. Pour ne pas le nommer, il s'appelle Béton. Je rappelle qu'il a en charge en priorité les dossiers antiterroristes, de contre-espionnage et de sabotage en cyberdéfense, qui a mené une perquisition à leur domicile devant des enfants. Ils étaient plus d'une quinzaine. Les enfants en pleurs, ils sont suivis par des psys. Et ça ne les a pas gênés à foutre le bordel dans les pavillons. Les 4 camarades. Je dis 4 camarades, il y a 3 non syndiqués et un syndicat CGT. Et une garde à vue de 96 heures. La DGSI, bien sûr. Ils sont accusés de cybercriminalité pour avoir mené des actions en réalité symboliques et sans impact sur le système électrique, avec une convocation au tribunal correctionnel de Paris qui a eu lieu le 28 février. Voici les plaidoiries, je dis bien, de l'avocat du RTE et du procureur de la République. L'avocat du RTE réclame 1 euro symbolique. Le procureur, lui, réclame 7 000 euros pour les 4. Et pour 3, 8 mois de prison avec sursis. Et pour le 4e, qui n'a pas participé au mouvement dès le début, il a baissé le mois de prison, il n'en a que 6, lui. Mais ça, c'est intolérable. On ne peut pas accepter ça. Le délibéré, il est prévu le 28 mars. Donc c'est bientôt. Et il y a eu un rapport d'expertise qui a été réalisé par le cabinet Projexa, qui a été remis le 20 février au CSEC. Alors, il précise absence de dégradation du matériel,
le rétablissement en quelques heures de la plupart des téléconduites, aucune conséquence fâcheuse pour la sûreté du réseau n'a eu lieu et que l'alimentation des clients a toujours été assurée. À ce titre, l'intervention de la DGSI, à la demande de la direction, est jugée disproportionnée. Donc les avocats de la défense vont s'en servir et on espère que les camarades n'auront pas que la prison, que ça soit supprimé. Donc voilà, moi je dis, il y a les retraités, comme on a dit, il y a des actifs, il y a des jeunes, il n'y a pas trop beaucoup de jeunes, mais nous ce qu'on fait pour le 7, on va mobiliser les lycées, jeunes oui c'est vrai, mais on va en mobiliser encore plus. Parce que je pense, moi, les manifestations, c'est bien, il y a eu 5 manifestations avec beaucoup de monde. Je ne sais pas qui le disait en province, particulièrement, et ça c'est bien, à Muret, avec le maire qui n'a pas le drapeau, mais qui vient avec nous. Et je tiens à le remercier, sa présence. Et on refait donc une manif le 7, mais je pense que les manifestations, c'est bien, mais là, il faut passer un cran au-dessus. Donc, il y a eu la décision des 4 fédérations, l'énergie, port et doc, la chimie, verre et céramique et les cheminots. J'ai oublié. Non, je viens de le dire, les cheminots. Là. On voit qu'il y a un cheminot là. Donc, ce qui est intéressant, il y a une convergence des luttes. Ils se sont réunis hier, ces 5 fédérations, pour converger sur des luttes qui seront ensemble. Donc ça, on ne peut pas le dire, mais je pense que le pays va être secoué le 7. Et ça continuera, parce que c'est avec grève reconductible. Donc voilà. Donc là, les camarades de Saint-Alban vont déménager. Il faut changer d'endroit. On ira ailleurs, avec les camions. Bon, il faut savoir que pour le moment, comme les camions sont stockés à Saint-Alban, on ne peut pas intervenir sur le réseau. À pied, c'est pas terrible. Donc on a les camions, il y a l'huissier qui vient tous les jours. C'est pas un problème. Et là, j'ai appris, il y a 20 minutes, par Olivier, que Ménez-Pillet, qui est le secrétaire général de l'énergie, serait convoqué par le cabinet du Premier ministre. Donc je pense qu'il commence à sentir la chaleur, ou le froid plutôt arriver. Et voilà, donc c'est quand même étonnant. Alors je ne sais pas si c'est vérifié, mais a priori, effectivement, il est convoqué. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis la lutte, elle continue. Merci au camarade Philippe pour son intervention. La lutte continue. Et je voulais aussi dire un petit mot, je voulais excuser aussi la camarade du Tarn, Karen Hérodi, camarade de la Circo du Grand Jean Jaurès, qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle a eu des petits soucis, elle a eu un accident de voiture. Enfin, les petits soucis, ça va, c'est ça. Et puis, surtout, n'oubliez pas en partant la caisse de grève, parce que ça a été dit, la lutte, les manifs, mais il faut que ça dure. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous inscrire pour aller aider Bénédicte Taurine en Ariège pour qu'elle puisse de nouveau revenir siéger à l'Assemblée nationale. On n'est pas de trop. Et puis, on va finir en chanson. Et je vais laisser le micro à Sophie.